Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'AQC TV Live. Aujourd'hui, nous allons traiter du risque radon et des moyens pour le prévenir et pour y remédier dans le bâtiment. Jingle. Le risque lié à l'exposition au radon est un enjeu majeur pour la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Et justement, pour nous en parler, j'accueille Valérie Leprince du CEREMA. Valérie, merci d'être là. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, merci de m'avoir invitée d'abord. Et donc, oui, je suis Valérie Leprince, je travaille au CEREMA en tant que directrice de projet, qualité dans son environnement intérieur et ventilation. Et donc, dans le giron d'action de ce domaine-là, il y a évidemment le radon. Justement, c'est quoi le radon? Le radon, c'est donc un gaz complètement naturel, inodore, incolore, contrairement aux autres polluants liés à la qualité de l'air intérieur qui sont souvent liés à l'activité humaine, la combustion ou les produits chimiques qui sont émis. Le radon est émis naturellement, est présent naturellement dans le sol et émis à l'intérieur des bâtiments à cause de la désintégration de l'uranium dans la croûte terrestre. Donc, le radon est un gaz radioactif, donc en tant que gaz radioactif, il se mesure en becquerel par mètre cube et pas en kilogrammes par mètre cube comme la plupart des autres polluants. Et en fait, un becquerel par mètre cube, c'est une désintégration d'un atome, d'un noyau d'atome de radon qui va émettre une particule alpha par mètre cube d'air et par seconde. D'accord. Et quels sont les risques pour la santé de ce radon? Alors, le radon lui-même, ces particules alpha, elles ont un très faible pouvoir de pénétration. Donc, si vous êtes dans un air très chargé en radon, c'est pas dangereux pour votre peau. Vous n'allez pas devenir vert ou avoir la peau qui se désintègre. Ça, c'est pas gênant. En revanche, quand on respire le radon, il se fixe sur les voies respiratoires et en particulier sur les cellules pulmonaires. Et le fort pouvoir ionisant va abîmer les cellules pulmonaires. Donc, depuis 1987, c'est reconnu comme étant un cancérogène. Enfin, ça provoque le cancer du poumon de manière certaine. Avant ça, on vantait les mérites du radon, de la même manière que dans les années 60, il y avait des publicités disant ne prenez jamais la route sans un verre de Cointreau. Il y avait aussi des publicités recommandant de faire des cures de radon, de faire des inhalations, vantant les sources thermales riches en radon. Ça, c'est bel et bien fini. Et maintenant, voilà, être exposé au radon pendant 19-25 ans, c'est multiplier par 3 le risque de développement de cancer de poumon. Et il y a un effet cocktail assez dramatique pour les fumeurs, c'est-à-dire que un fumeur qui est en plus exposé au radon a 25 fois plus de risques de développer un cancer du poumon qu'un non-fumeur non exposé au radon. Et donc à ce sujet-là, d'ailleurs, l'ASN a publié, actuellement la SNR a publié en 2022 un guide justement destiné aux collectivités pour les aider à sensibiliser les populations locales aux risques liés au radon. D'accord. Alors, parce que c'est quand même quelque chose d'assez méconnu. Alors, où trouve-t-on du radon en France? Alors, techniquement, on peut en trouver dans un peu tous les bâtiments. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, c'est un gaz naturel qui est émis par la croûte terrestre. Simplement, il y a des zones où il y a plus de risques que d'autres. Donc, dans l'imaginaire collectif, on voit le radon en Bretagne et en Auvergne et on a l'impression qu'on peut en trouver que là. C'est pas vrai. On peut en trouver partout en France, quasiment. Mais là, c'est des zones encore plus à risque, c'est-à-dire que vous êtes quasi sûr d'en trouver, vous voyez, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas ailleurs. Donc la SNR, sur son site internet, publie la carte des zones de France avec les zones à risque, donc zone 3, en particulier là, donc la Bretagne et l'Auvergne, mais pas que, il faut aussi penser aux territoires d'outre-mer avec la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, je crois, qui ont aussi beaucoup de radon, qui sont en zone 3. Ensuite, il y a les zones 2 où en gros, on ne sait pas trop. A priori, c'est un risque faible, mais il peut y avoir des phénomènes géologiques locaux qui font qu'il y ait vraiment du radon. Et les zones 1, qui sont les zones où, a priori, il y a moins de risques d'avoir du radon. D'accord. Et pour traiter ce risque, un peu partout en France, que dit la réglementation finalement? Alors, concernant la réglementation, il faut distinguer le sujet du résidentiel, des bâtiments recevant du public et des bâtiments soumis au Code du travail avec des travailleurs à l'intérieur. D'une manière générale, la directive européenne de 2013 fixe une valeur de référence de 300 becquerels par mètre cube sur laquelle la réglementation française s'est appuyée pour décider de la nécessité d'agir ou non sur la problématique radon dans les bâtiments. Donc, dans le cas des bâtiments résidentiels, il n'y a pas d'obligation d'action, il y a une obligation d'information, c'est-à-dire qu'un propriétaire ou qui va vendre son bien ou un bailleur qui va louer son appartement ou sa maison doit informer lorsqu'il est en zone 3 du risque de radon
dans le logement pour que l'occupant puisse prendre les mesures adéquates si nécessaire. Les collectivités, elles, ont l'obligation d'informer leurs habitants, leurs administrés, lorsqu'elles sont situées en zone 2 et 3, en classification radon. Et après, les ERP. Voilà, dans les ERP, donc là, on a un texte qui impose dans les zones 3 systématiquement de faire une mesure tous les 10 ans ou après travaux affectant la ventilation ou l'étanchéité à l'air. Et donc, c'est pour tous les bâtiments situés en zone 3 et les bâtiments situés en zone 1 et 2 dans lesquels on a déjà mesuré du radon. Il faut revenir faire des mesures tous les 10 ans. Si on mesure du radon lors de ces campagnes, il faut mener des actions préventives dans les 3 ans. Donc, si on est entre 300 et 1000 becquerels par mètre cube, on peut se contenter d'actions simples, on va dire. Au-delà de 1000 becquerels par mètre cube, il faut faire des travaux de remédiation et vérifier qu'ils fonctionnent bien dans les 36 mois qui suivent la mesure. Et enfin, dans les bâtiments de type bureau. Et donc, dans les bâtiments des travailleurs, les bâtiments qui sont soumis au Code du travail, là, c'est une obligation par l'employeur d'évaluer le risque radon dans l'ensemble des zones de France. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un très bon guide de prévention qui a été mis en ligne rédigé par la Direction générale du travail et par la SNR, qui est publié depuis la fin d'année 2025, pour aider justement les employeurs, à mettre en place cette prévention. Très bien, merci Valérie. Avant de poursuivre, je vous propose d'aller rencontrer l'Agence régionale de la santé en Bretagne qui mène au niveau local un certain nombre de campagnes de mesures pour sensibiliser les particuliers au risque radon. Je suis Laurine Tolec, je travaille à l'Agence régionale de santé de Bretagne, à la direction adjointe santé et environnement et je suis en charge du pilotage régional des actions en lien avec les environnements intérieurs. On a 82% de la population bretonne qui est sur une zone à potentiel radon significative, quand on a à l'échelle France entière 18% de la population qui était, elle, exposée. Dans le cadre d'une étude de perception qui a été réalisée en 2020 auprès de la population bretonne, donc ce qu'on appelle le baromètre santé-environnement, on a identifié que le risque radon était très méconnu de la population. On a à peu près 4 Bretons sur 10 qui n'en ont jamais entendu parler. Donc ça nous a aussi conforté dans notre intérêt de pouvoir continuer et poursuivre et mettre en place une stratégie à l'échelle de la région Bretagne sur ces campagnes de mesure du radon à l'échelle des territoires. Dans le cadre du plan régional santé-environnement, l'ARS Bretagne a fait le choix de s'appuyer sur les contrats locaux de santé. Le chargé de mission CLS est vraiment la cheville ouvrière de l'action à l'échelle du territoire puisqu'il va être vraiment le coordonnateur de cette action à l'interface entre les élus, les opérateurs, l'agence régionale de santé et les structures qui interviennent à l'échelle du territoire, la maison de l'habitat, les professionnels du bâtiment, les professionnels du santé, etc. Donc l'idée, c'est qu'on mette à disposition de la collectivité en CLS qui souhaite se lancer dans une campagne locale de mesure du radon, des détecteurs qui sont mis à disposition gracieusement par la Direction générale de la santé dans le cadre d'un marché national. On est à peu près sur 200 détecteurs par territoire qui souhaitent se lancer en campagne. Ensuite, on met à disposition des opérateurs qui vont accompagner le territoire sur la mise en place de la campagne, mais aussi sur la montée en compétence des acteurs de la collectivité sur la qualité de l'air intérieur et le radon. Donc, ces opérateurs, ce sont principalement Capter Bretagne sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur et Approche Ecohabitat spécifiquement sur le volet radon. On s'est donné comme temporalité d'accompagnement à peu près 3 campagnes consécutives d'accompagnement du territoire. Alors très concrètement, comment se déroule une campagne locale de mesure du radon ? Elle commence en général par une réunion publique d'information et de sensibilisation du grand public qui est organisée par la collectivité. Les élus introduisent sur les enjeux de leur territoire, Capter Bretagne intervient sur quels sont les enjeux de la qualité de l'air intérieur et Approche Ecohabitat intervient sur qu'est-ce que le risque radon et comment positionner le détecteur qui va être remis à la fin de la réunion publique à disposition des participants volontaires. La mesure va durer 2 mois en général en période tout le temps même, en période de chauffe, principalement chez les particuliers volontaires. Et une fois les résultats reçus, il y aura un courrier d'information qui sera adressé par la collectivité au particulier pour lui expliquer son résultat et pour lui faire savoir que la maison de l'habitat en local ou Approche Ecohabitat se tiennent à leur disposition dans le cadre d'un rendez-vous téléphonique, d'un rendez-vous en présentiel pour mieux expliquer le résultat
quelles sont les actions qui peuvent être facilement être mises en place. Donc qu'est-ce qui fonctionne dans ces campagnes locales de mesure du radon? Déjà, c'est le fait que ça soit une action qui soit clé en main pour les territoires. Et l'échelle du CLS semble effectivement bien fonctionner de par la proximité de l'action, à la fois entre les acteurs, on va dire, professionnels, le réseau local, et la communication locale auprès du public. Ce qui fonctionne aussi, c'est que ça soit une action globale sur la qualité de l'air intérieur, sans faire un focus spécifiquement au départ sur le risque radon. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une pédagogie positive dans la communication. Permettre une mesure aussi, je pense que ça fait partie du fait que ça soit une action qui soit mieux intégrée par la population pour se rendre compte très clairement des résultats. Et aussi de pouvoir permettre un accompagnement personnalisé. Les points, on va dire, qui méritent encore d'être travaillés, c'est malgré l'information qui va être donnée au public quand on va lui remettre son détecteur, c'est que malgré tout, on se retrouve toujours en fin de campagne avec des détecteurs qui finalement n'ont pas été posés ou ont été posés dans des lieux qui ne sont pas adaptés ou sur une temporalité qui n'était pas en cohérence. On a encore des détecteurs qui sont posés par exemple en sous-sol. Malgré les campagnes et la pédagogie positive, le radon fait encore peur probablement et qu'on a un certain nombre de collectivités ou d'élus qui peut-être ne vont pas vers ces campagnes locales de mesure du radon par peur peut-être d'une dévalorisation de la commune, d'une non-attractivité de la commune ou d'un risque de dévalorisation immobilière. Ce dont on n'a pas non plus visibilité, c'est une fois que le diagnostic a été fait ou que les résultats de mesure ont été transmis aux particuliers, on n'a pas de visibilité réelle sur qu'est-ce qui a été entrepris par le particulier. Donc de retour sur le plateau avec Valérie Leprince du CEREMA. Valérie, à quel professionnel doit-on faire appel pour traiter le risque radon, par exemple quand on est un particulier? Alors, il y a plusieurs niveaux en fait de professionnels qui vont traiter du cas du radon. Alors déjà, il y a les organismes agréés, ce sont eux qui sont responsables de faire les mesures dans les ERP, donc c'est des organismes qui sont là justement pour faire des mesures et évaluer le risque radon. Donc, ils sont agréés par l'État? Ils sont agréés et ils sont listés sur le site de l'ASNR maintenant. D'accord. Voilà. Et donc, c'est l'ASNR qui les agrée, c'est à eux qu'il faut faire appel dans le cadre de mesures dans les ERP. Sachant qu'on peut aussi faire des mesures soi-même avec des dosimètres passifs. Voilà. Ensuite, ce dont on manque actuellement en France, c'est de professionnels qui soient formés et qualifiés pour véritablement aider les particuliers, aider les collectivités et de manière générale les propriétaires de bâtiments à remédier, à limiter la présence de radon, donner des conseils techniques sur ce qu'il faut faire pour supprimer le radon des bâtiments. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec le CSTB au CEREMA, avec le CSTB et la SNR, justement mettre en place cette formation et cette qualification pour les diagnostiqueurs qui vont venir proposer des solutions de remédiation. Proposer et puis réaliser les travaux adéquats pour traiter le risque radon. Et potentiellement, voilà, derrière, soit sous-traiter la réalisation des travaux à des entreprises qui le feront, soit réaliser les travaux. Et justement, donc allons justement en Ardèche, rencontrer un artisan qui est intervenu sur la maison d'un particulier pour remédier au risque radon. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Sylvain. Vous êtes le dirigeant de la société Voltelios Action à Radon. Quel est votre métier? Mon métier, en plus d'être ventiliste électricien, je suis consultant radon. Consultant radon, c'est-à-dire que j'aide tout à chacun à maîtriser le risque radon. D'abord par la prise de conscience et ensuite le mesurage et les solutions de remédiation que je suis à même de mettre en œuvre. Alors quelles sont les différentes étapes quand vous arrivez chez quelqu'un? Les étapes, c'est d'abord de bien comprendre la structure du bâti. C'est de comprendre les usages, de déterminer si la maison est sur vide sanitaire, sur terre-plein, quelles sont les voies possibles pour que le radon rentre dans la maison. Donc au-delà de cette première étape de prise de connaissance, il y a l'étape fondamentale de mesurage. Le mesurage, c'est de savoir quand et combien il y a de radon. Alors, pour faire ces mesures, justement, quelles sont les différentes catégories d'appareils que vous mettez en œuvre? Alors, il y a plusieurs catégories. D'abord, une qui est le détecteur passif,
qui est celui qui répond à la réglementation, qui est une mesure de 2 mois, plus le temps d'analyse. En clair, on a besoin de 3 mois pour avoir les premiers résultats. Au-delà de ça, il y a des appareils électroniques qui sont une mesure dynamique. Donc on voit le radon qui monte et qui descend au fil du temps. Il y a des appareils qui ont une capacité de mesure très fine, qui sont des appareils professionnels, au pas de mesure de la minute, donc chaque minute nous donne une valeur. Et là, ça nous sert, nous, professionnels de la remédiation, à déterminer les voies d'entrée du radon dans le bâti. Donc après cette phase de mesurage, j'imagine que vous analysez tout ce que vous collectez. Après cette phase de mesurage, le travail consiste à collecter toutes les datas. Donc il faut être vraiment ouvert de tous nos sens et de toutes nos capacités à comprendre le bâti. Dans le sens qu'il faut comprendre le matériau, qu'est-ce qu'on peut faire avec quel matériau, quelle est la position bioclimatique par rapport à l'ombre, le soleil, qui vont faire des jeux de pression-dépression. Est-ce que les fenêtres s'ouvrent, ne s'ouvrent pas? Est-ce qu'il y a un système de ventilation en place? Et quel est-il? Il y a un nombre impressionnant de critères liés au renouvellement d'air et au chauffage principalement qui vont nous donner les mouvements thermiques, qui vont rentrer en jeu dans l'analyse. Sans compter bien sûr l'usage, donc les personnes qui sont dedans. Donc ça... Et sans compter l'usage, effectivement, qui va être fondamental pour dire quand la personne est présente, c'est vraiment là qu'il ne faut pas avoir de radon. Donc après, d'abord le mesurage, après l'analyse, et après j'imagine que vous passez au concret, à la remédiation. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place comme système de remédiation? Pour rappeler juste le constat, absence de système de ventilation, c'est ventilation naturelle. C'est un poêle avec entrée d'air spécifique. Le terrain ici a une particularité d'être très gravier, sable, une bonne perméabilité au gaz. A priori, le radon va pouvoir migrer. On n'est vraiment pas sur un sol argileux. Donc, ce qui me vient en premier, c'est un système de dépressurisation du sol, comme préconisation. Et en deuxième, c'est de travailler sur la ventilation. Sachant que dans ce cas-là, la ventilation, je préconise une ventilation double flux parce qu'on peut vraiment gérer la surpression et participer à la maîtrise énergétique avec le récupérateur de chaleur. Nous sommes en plus situés plutôt en altitude. Donc... Nous sommes à plus de 1000 mètres, donc aux confins de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Donc effectivement, il peut y avoir quelques hivers rigoureux. Il faut tendre à faire attention à la maîtrise énergétique, que ce soit l'hiver, mais aussi l'été. Alors une fois que les travaux de remédiation sont faits, votre mission est terminée? Nous sommes dans une installation qui a une étude, une mise en place, et derrière, il faut bien penser à la maintenance. Alors la maintenance, elle se pense déjà à la mise en œuvre du matériel. C'est-à-dire que si je mets la machine de façon à même pas pouvoir accéder pour la maintenance, j'ai déjà tout perdu. Et ensuite, je vais surveiller la concentration de radon. Donc il y a un suivi après pour voir qu'il n'y a pas de dérive et que ça fonctionne toujours bien. Après l'installation, il faut constater qu'il n'y a pas de dérive dans le temps. Que ça soit à un jour, à une semaine, mais dans 10 ans, dans 20 ans. Comment le client vous a contacté? Alors, le client m'a contacté après une phase en autonomie. C'est-à-dire que lui-même a eu connaissance du risque radon par le biais de son entreprise. Il s'est renseigné comment faire les analyses. Bon, par le biais de son entreprise, il savait qu'il y a 4 laboratoires qui sont accrédités en France. Donc, il en a contacté un. Il a eu le petit détecteur passif, donc un détecteur solide de traces nucléaires. Il l'a mis chez lui pendant 2 mois et ça coûte 30 €. Donc, pour ce prix-là, il ne faut pas s'en priver. Et au bout des 2 mois réglementaires, il a constaté qu'il y avait un désordre. Il était entre 1000 et 2000 becquerels par mètre cube, sachant que le seuil à pas dépasser, c'est 300. Et là, il a cherché à me rencontrer. Donc, il est retourné vers le fournisseur de son détecteur qui m'a mis en relation, puisque c'est là aussi que j'achète mes détecteurs. La sensibilisation des professionnels est importante, mais est-ce qu'il ne nécessite pas quand même une réelle expertise sur le risque radon, ou à défaut, on risque d'avoir des vraies fausses bonnes idées? Eh bien, tout à fait. C'est vraiment ce que j'ai pu constater, moi, dans mon parcours. Ça fait 20 ans que je fais de la rénovation et j'ai appris le radon. Ce qui fait que ma compétence radon est venue sur la compétence du bâti en rénovation. Et en rénovation, on s'adapte vraiment à tous les cas. On rencontre multitude de cas et on est obligé de s'adapter pour atteindre l'objectif. Et avec la compétence radon,
je ne vais pas faire l'erreur de mettre une ventilation par extraction qui va tirer en dépression l'intérieur de la maison et faire venir le radon. Ou par exemple, quand je vais devoir mettre un système de dépressurisation du sol, je vais chercher vraiment à rendre étanche le vide sanitaire pour tirer l'air du sol. Et éviter qu'il rentre dans la maison. Et éviter qu'il rentre dans la maison et diminuer la pression superficielle radon au contact de la dalle. Ce qui fait que s'il y a des craquelures, il en passera vraiment qu'un minimum qui, par une ventilation complémentaire en surpression, viendra lutter contre les voies d'entrée du radon. Merci Jean-Noël pour cet échange et votre expertise sur ce risque radon. Donc de retour de nouveau dans le studio avec Valérie Leprince. Je rappelle, vous êtes directrice de projet QEI et ventilation CEREMA. Voilà, donc on vient de voir une vidéo d'un artisan. Donc justement, de manière générale, si les mesures ne sont pas bonnes en termes de seuil de radon, quelles actions correctives doivent être menées sur le bâtiment? Alors, la première chose à laquelle il faut penser, c'est la ventilation. C'est-à-dire que, de toute façon, la ventilation, elle ne résout pas que le problème du radon, elle résout aussi les autres problèmes de qualité de l'air intérieur, les problèmes d'humidité, les problèmes d'autres polluants qui sont à l'intérieur du bâtiment. Donc, la ventilation, c'est la première chose à regarder dans un bâtiment qui a du radon. Est-ce qu'il y a un système de ventilation? S'il y en a un déjà, est-ce qu'il est correctement installé et est-ce qu'il fonctionne? Correctement installé, ça veut dire qu'il a une entrée d'air non obturée dans chaque pièce de vie, chaque chambre, le salon, etc. S'il n'y a pas d'entrée d'air et qu'il y a un système par extraction, le système par extraction va venir aspirer le radon. Donc c'est pas ça va empirer les choses. Donc il faut bien s'assurer qu'on a bien les entrées d'air, qu'elles sont propres et non obturées, qu'il y a bien des extractions dans chaque pièce humide et que ces extractions fonctionnent. Donc on peut déjà s'assurer qu'elles fonctionnent simplement avec un petit bout de papier toilette pour voir si le papier toilette se colle. Ça dit déjà si le système fonctionne ou pas du tout. Et si ça fonctionne, vérifier qu'il y a bien les débits. Donc s'il y a un système, vérifier qu'il fonctionne. S'il n'y a pas de système, réfléchir à en installer un. Ça, c'est la clé. Techniquement, il faut renouveler l'air du bâtiment, il faut extraire le radon. On l'a peut-être dit au début, mais le radon, à l'extérieur, il a des concentrations extrêmement faibles, il se très rapidement, donc il n'y a pas de danger de concentration élevée de radon à l'extérieur du bâtiment. Le radon, il vient du sol, pas de dehors. Donc il faut renouveler l'air et mettre de l'air extérieur dans le bâtiment. Il y a 3 systèmes qui existent. La ventilation mécanique simple flux par extraction, la ventilation simple flux par insufflation ou la ventilation double flux. La ventilation par extraction, l'inconvénient, c'est qu'elle met le bâtiment en dépression. Donc il va falloir très bien dimensionner, s'assurer qu'on a suffisamment d'entrée d'air pour être sûr de ne pas venir tirer le radon du sol. La ventilation par insufflation, dans le cadre du radon, a l'avantage de mettre le bâtiment en surpression et donc de repousser un petit peu le radon dans le sol. Ça n'empêche pas qu'il faut bien mettre des sorties d'air quand même pour que l'air s'échappe et que le système puisse fonctionner correctement. Et ensuite, il y a évidemment la ventilation double flux. Alors là, c'est l'idéal. On a et de l'insufflation et de l'extraction. Quand on est en radon, on essaye de mettre en zone radon un peu plus d'insufflation que d'extraction pour avoir tendance, là encore, à mettre le bâtiment en surpression. Mais c'est ce qui, dans la majorité des cas, va déjà résoudre une bonne partie du problème. Donc on a bien compris, ventilation c'est essentiel, c'est vraiment le premier sujet à traiter. Les autres solutions, les autres actions. Ensuite, donc une fois qu'on a renouvelé l'air dans le bâtiment, ce qu'il faut essayer, c'est de limiter la pénétration du radon à l'intérieur du bâtiment. Pour ça, on va étanchéifier la dalle, donc mettre une membrane par radon, là encore en rénovation, c'est pas forcément très simple, mais en tout cas, au moins étanchéifier toutes les traversées de canalisation, toutes les fissures qu'il peut y avoir, bien étanchéifier la dalle pour limiter les remontées. Les trappes d'accès au vide sanitaire ou au sous-sol, les portes d'accès aussi, bien étanchéifier tous ces accès vers le sous-sol. Si ça, c'est toujours pas suffisant avec la ventilation et l'étanchéification, ensuite, il faut venir ventiler le soubassement. Donc, ventiler le vide sanitaire, ventiler le garage, s'il y en a un. Et si on est directement en terre-plein, là, il y a des systèmes qui s'appellent les systèmes de dépressurisation des sols, mais qui, là encore, sont un petit peu plus compliqués à mettre en place en rénovation. Ouais. Et justement, après, si on est sur plutôt une opération neuve, dans des zones à risque, quels sont les moyens de prévention du risque radon? Quels travaux doit-on prévoir sur du neuf ou une grosse réhabilitation où vraiment on reprend l'ensemble du bâtiment?
Alors effectivement, ce qui est dommage en France, c'est qu'il n'y a pas d'exigence dans ces zones de radon de systématiquement traiter. C'est le cas en Irlande et au Canada où ils imposent, quoi qu'il arrive, la mise en place d'une membrane par radon au niveau de la dalle. Ça coûte très peu cher quand on le fait dès la construction, c'est quelques centaines d'euros en plus peut-être, mais par rapport au prix de la construction, c'est pas grand-chose et c'est surtout pas grand-chose par rapport aux travaux de remédiation qu'on risque d'avoir à faire après. Donc la membrane par radon, c'est une chose. Et ensuite, on peut installer un système de drain en sous-sol qui va permettre d'être prêt pour justement mettre en place le système de dépressurisation des sols si on a besoin. C'est-à-dire qu'on met déjà les drains en sous-sol sous la dalle, si on est sur un terre-plein. Et donc, si besoin, on raccordera ces drains à un système de ventilation naturelle ou mécanique pour extraire le radon directement du sous-sol avant qu'il puisse pénétrer dans le volume habité. Donc pour aller plus loin sur le sujet, l'AQC a rédigé un article dans la revue de juillet-août 2025 sur le radon, donc pas hésiter à aller le consulter. Sur le site internet de l'AQC, on a aussi une étude 12 enseignements, donc retour d'expérience bâtiment performant autour du risque radon, qui a été publié et qui est disponible gratuitement sur le site de l'AQC. Voilà, avant de vous quitter Valérie, je voulais aussi remercier Frédéric Henry, qui a été le chef de file de l'émission pendant de nombreuses années, que vous aviez rencontré lors de précédentes émissions, qui profite en fait depuis le 1er janvier d'une retraite bien méritée et déjà aussi bien occupée. Voilà, merci. Cette émission se termine. Vous pouvez retrouver l'ensemble des documents et des liens sous la vidéo. La prochaine émission aura lieu au printemps 2026. Je voulais particulièrement remercier tous ceux qui ont contribué à l'émission. Ève, Émilie, Lionel, Richard et Sylvain. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des émissions sur la chaîne YouTube de l'AQC. Merci beaucoup. À bientôt.